Le clairon. Alors vous savez, on avait tenté d'en parler, et puis surtout je vous renvoie à notre vidéo interview de Charles Onana sur le sujet qui est très très importante. On va vous mettre le lien dans le chat. Cette fois-ci c'est Goma, donc c'est une ville, pour ceux qui ne suivent pas, qui est importante dans la République démocratique du Congo, qui est située à l'est, à la frontière du Rwanda, qui comporte plus d'1 million d'habitants et qui est encerclée par ce mouvement rebelle, qu'on peut appeler milice, M23, depuis le 24 janvier. Il y a même eu une prise finalement de la ville. Le Rwanda, lui, soutient ces rebelles du M23. Le dernier rapport de l'ONU révèle qu'au moins 3 000 à 4 000 soldats rwandais opèrent eux-mêmes sur ce territoire congolais, aux côtés du groupe armé. Donc il y a un nombre qui ne ferait qu'augmenter depuis l'offensive sur Goma. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces soldats du M23 bénéficient d'un matériel très sophistiqué, fourni et utilisé par le Rwanda, et ce qui leur confère une supériorité face aux forces armées de la République démocratique du Congo, et d'ailleurs même à la mission de l'ONU qui est là aussi pour tenter d'apaiser la situation. Mais nous, ce qu'on tente de comprendre, c'est non seulement ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi un regain, on va dire, de tension. Le Rwanda lui-même a expliqué que ses intérêts étaient menacés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce la vraie raison de cette invasion, ou y a-t-il d'autres intérêts qui d'ailleurs pourraient toucher les grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou les Européens, qui se trouvent pour le moment très discrets sur ces sujets-là? C'est pourquoi je suis très heureuse de recevoir Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes eurodéputé au Parlement européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe, président de la droite populaire, ancien ministre évidemment, et vous avez posé plusieurs fois des questions au commissaire européen. Je vous propose, chers amis, d'écouter un extrait de votre question du 30 janvier au Parlement européen. On écoute ça. Merci beaucoup Thierry. Oui, monsieur le commissaire, dans votre lettre de mission, il est spécifié « Vous continuerez à travailler avec les parlementaires africains pour faciliter le commerce ». Alors, la ville de Goma, qui compte 2 millions de Congolais, vient de tomber aux mains des rebelles du M23. La population s'enfuit et prend route car elle redoute à juste titre les violences et les exactions par lesquelles cette milice pro-Rwanda est connue et coutumière. Plus largement, c'est tout l'Est de la République démocratique du Congo qui est aujourd'hui menacé par les appétits de Kagame et de ses milices. Sa volonté de s'emparer du coltan et de l'or du Kivu plonge aujourd'hui l'Afrique des Grands Lacs au bord d'une guerre à grande échelle et à haute intensité. Une guerre pour laquelle l'Europe portera une lourde responsabilité. Pour avoir signé un accord avec Kigali sur les matières premières critiques en février 2024 et qui ne comporte, contrairement à ce qui était affirmé, puisqu'en fin de mandat on a pu enfin avoir le texte, aucune garantie de traçabilité. L'Europe devient donc alors le receleur des crimes de sang commis par Kigali. Vous y allez fort, un receleur des crimes de sang commis par Kigali. Thierry Mariani, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que votre lecture est bien différente de ce qu'on peut lire ailleurs, et c'est pourquoi j'ai trouvé en effet très intéressant de vous entendre sur non seulement cette invasion, mais on va dire le dessous des cartes. Alors d'abord, si vous permettez, pourquoi s'intéresser à la République démocratique du Congo? Oui. C'est le premier État francophone au monde. Plus de 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants qui parlent français. Et dans quelques siècles, peut-être, on leur devra la survie de la langue française, ce qui est paradoxal. Deuxièmement, je fais partie d'un parti, vous le savez, qui a envie de limiter l'immigration. Si on veut que l'immigration soit limitée, la meilleure des choses, c'est que les gens puissent vivre en paix chez eux. Alors pourquoi depuis plus d'un an, c'est-à-dire avant le renouvellement du mandat, je me bats au Parlement européen sur cette question, parce qu'il y a quelque chose qui est, excusez-moi, mais qui pue dans un accord qui a été signé le 19 février 2024, c'est-à-dire il y a un an. Qu'est-ce que c'est cet accord ? L'Union européenne part d'un bon constat. Elle dit, écoutez, pour notre avenir, on a besoin de sécuriser l'approvisionnement en matières premières rares. Le coltan, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui est dans nos téléphones, nos batteries. Oui, c'est ça. Ouais. Et on a un accord privilégié avec le Rwanda pour qu'il nous fournisse ces matériaux. Oui. Il y a un seul problème, c'est que le Rwanda ne les a pas. Et oui. Les Rwandais ne les a pas, et tous les géologues vous le diront, le Rwanda n'a aucun de ces matériaux sur son territoire, ou en tout cas, quand il en a, c'est en infime quantité. Et donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pour faire très simple, le Rwanda entretient une milice qu'on appelle le M23, qui pille une partie
de la République démocratique du Congo et récupère les matériaux pour les revendre à l'Union européenne. C'est pour ça que je dis on est complice, on est véritablement complice de massacres. Là, attention. Alors, oui, attendez, pardon. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Vous dites des choses très importantes. On va juste faire un arrêt sur image, si vous le voulez bien. Donc, vous dites le M23 pille. Le M23, officiellement, n'est pas le Rwanda. On joue sur les mots, mais c'est une milice armée par le Rwanda, mais qui joue sur le fait justement de ne pas avoir ce statut-là. Et on avait vu, je rajoute justement une des accusations qu'on peut leur porter, avec Charles Onana, à quel point ces hommes sont extrêmement violents, barbares, et pratiquent des viols notamment très très terribles contre la population de République démocratique du Congo. Alors, vous avez raison, pendant un certain temps, on a entretenu la fiction que le M23, ce n'est pas le Rwanda. Sauf que cette fiction, désormais, est tombée aux yeux de tous. L'Union européenne vient enfin de reconnaître que l'agression actuelle est avec des troupes du Rwanda. Oui. Et qu'est-ce qui est aggravé depuis 3 semaines, 1 mois, c'est que désormais, l'armée rwandaise est en première ligne. Je vous signale qu'à Goma, on a une quinzaine de casques bleus qui ont été tués. Ouais. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Des casques bleus qui étaient uruguayens et d'Afrique du Sud, mais personne n'en parle. Et l'Union européenne continue d'acheter ces matériaux volés, alors qu'on sait, je le répète très bien, que le Rwanda mène une agression. La question que je pose, c'est pourquoi autant de complaisance vis-à-vis du Rwanda? D'abord, l'Union européenne passe sa vie à donner des leçons à la terre entière sur la démocratie. Est-ce que vous connaissez le dernier score de M. Kagame, réélu pour la, je ne sais plus combienième fois, président du Non. Rwanda? Non, je ne connais pas. Un record, 99, ah oui, c'est pas mal, oui. Même en Union soviétique, je crois on qu'on n'aurait pas osé. Oui, c'est ça. 99,30 et le lendemain, quand même, il a rectifié, il a dit non, c'était un peu exagéré, ce n'est que 99,13. Bref, on accepte n'importe quoi de M. Kagame. Pourquoi? Parce que M. Kagame a une sorte de rente de la mémoire avec ce qui s'est passé malheureusement le génocide. Avec le génocide en 1994. C'est-à-dire que il exploite cette rente, permettez-moi la comparaison, comme l'Algérie passe son temps à nous culpabiliser en disant c'est votre faute à cause de la guerre d'Algérie. Vous parlez comme une carte d'immunité, on va dire. Oui, c'est ce que Macron avait appelé la rente mémorielle. Des fois, il a le sens, malheureusement, il n'a pas le sens des résultats. Ouais. Mais cette rente mémorielle fait qu'on n'ose rien dire devant M. Kagame. Rien. Et en plus, quand vous allez à Kigali, puisque j'y étais allé il y a 5-6 ans, et que vous visitez le fameux musée du génocide, il explique quasiment que c'est l'armée française qui est responsable de tout ça. Alors la France et la Belgique, qui sont les 2 pays qui sont le plus concernés, j'allais dire du fait de leur histoire, sont tétanisés et on n'ose rien dire à M. Kagame. Voilà, et donc en réalité, c'est des centaines de milliers de morts, je pèse bien mes chiffres, centaines de milliers de morts depuis 20 ans dans cette guerre. Malheureusement, bien plus qu'à Gaza, bien plus qu'en Ukraine, je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais il y a des drames qui se passent hors caméra et il y a des drames qui se passent avec des caméras. Forcément, s'il y a un contrat juteux derrière qui concerne l'Europe, peut-être qu'on n'a pas intérêt à le mettre en image, mais c'est bien votre rôle et le nôtre en tant que média. Je voulais vous poser une dernière question. On a compris les intérêts européens. Vous l'avez rappelé avec cet accord de février 2024, 19 février, donc récent. C'est vrai que c'est très important de le rappeler, merci. Mais il y a peut-être d'autres puissances qui ont un intérêt sur place, et c'est ce que dit Charles Onana dans son livre. Visiblement, les États-Unis ne sont pas du tout éloignés de tout ce qui se passe non plus autour du Rwanda. Ils ont même formé, il me semble, Paul Kagame. Ils l'ont formé aux États-Unis, renvoyé. Il reçoit en tout cas une aide, des conseils. Est-ce qu'on peut aussi y voir des intérêts américains? Charles Onana a entièrement raison. Clinton était très proche de M. Kagame. Les États-Unis sont extrêmement présents. Je rappelle que M. Kabila, fils, puisque le père a été assassiné, était présent à l'intronisation de Trump. Il est évident que les États-Unis lorgnent sur ce pays. Ah oui. Après, pour finir, il y a aussi, à mon avis, des complicités très clairement au niveau européen. Voilà. Je pense qu'un certain nombre de médias européens
à plusieurs reprises, se sont penchés sur les relations entre des responsables européens et des responsables belges notamment, qui ont des intérêts financiers dans cette région. Voilà pourquoi tant de mansuétude. Si vous me permettez, avant de vous laisser, je dis à plusieurs reprises, en Ukraine, l'Union européenne a été capable de réagir dans les 2-3 jours qui ont suivi. 2-3 jours qui ont suivi, on a bloqué l'espace aérien, on a pris des sanctions, etc. Au Congo, on vote des motions en disant c'est pas bien, c'est pas gentil, il faut pas continuer, mais on ne fait rien. On ne fait rien alors qu'il y a énormément plus de victimes. Ouais. Voilà, la question c'est est-ce que la vie d'un Africain vaut aussi la vie d'un Européen ? Ouais. Ou est-ce que le coût d'une vie change en fonction des contrats qui sont derrière ? Merci beaucoup Thierry Mariani,